c'est là que je trouve ça intéressant de me dire, mais si je peux avoir un appartement dans toutes les villes que j'ai envie de visiter, chaque fois que je vais en vacances dans une ville, hey, je vais dans mon appartement, je kiffe. Quand je suis pas là, ça tourne, ça me génère de l'argent. Mais Clairement, clairement. que veut le peuple? Et c'est comme ça que je me suis dit que je vais créer une plateforme un jour où est-ce que tu pourras acheter de l'immobilier partout dans le monde. Tu es un investisseur, tu es à Montréal. Ah, ça me fait bien de m'acheter un appartement en Floride. OK. Tinder, je mets Floride. Hein? Ah, là, lui, il est cool. Toi, Ça, c'est vraiment ma vision sur le méga long terme. Puis, le on en a pied. aujourd'hui, mais idéalement, c'est ce que j'aimerais faire de ma vie. Là. C'est vraiment. Ouais, Puis, c'est trop cool. ça vient aussi nourrir un autre de mes projets. Moi, j'ai pour projet aussi de construire, de faire de la construction neuve Mhm. d'appartements de luxe, luxe intermédiaire en Afrique de l'Ouest. Puis c'est sûr Mhm. que avoir une plateforme comme ça me permet aussi de vendre ces appartements-là sur cette plateforme. Pour des gens comme toi et moi, par exemple, toi, un jour, tu vas vouloir avoir ton pied à terre au Cameroun. Bah, si tu peux acheter un appartement au Cameroun, qui, quand tu n'es pas là, est loué, génère des revenus, et quand tu y descends, qu'il est à toi, bah, c'est génial. Donc, la diaspora va adorer ce genre de produit-là, par exemple. Donc, c'était un peu ça mon idée derrière. C'était Ouais, le ouais, team. c'est quelque chose qu'on fait même déjà en France, au point où parfois on doit booker avant, tu vois. Si peut-être Florian et moi, on doit partir, moi je dois partir de Berlin, enfin moi je vis à Berlin, si on doit aller en France et tout, on est obligé de booker les appartements un peu plus tôt parce que c'est surbooké à chaque fois, tu vois. Mais c'est super cool, quoi. C'est jouissif même, j'ai envie de dire, de pouvoir aller là-bas et avoir cette sensation-là que là, je suis dans ma maison et puis de te barrer, d'aller ailleurs et d'avoir cette même sensation d'être toujours chez toi et ça et en même temps de gagner de l'argent avec, c'est super, c'est vraiment c'est très très vertueux, donc je partage complètement. Euh, je voulais que tu nous parles un petit peu de on a dit que l'application était disponible sur pour les gens qui sur du iOS et sur du Google, c'est ça, sur les deux. Ouais, c'est Android. Et Android. Android. Yes. Et est-ce que il y a comment on dit ça en français? Un truc là pour les recommandations, comment ça s'appelle? Je sais pas si c'est l'affiliation, c'est le bon mot. Est-ce qu'il y a des trucs pour les recommandations pour je sais pas comment formuler ça. Tu veux dire tout ce qui est, par exemple, ouais, affiliation. Parrainage, voilà, c'est le mot que je voulais dire. Ouais. C'est que quand je te parle de growth hacking, ça fait partie des choses qu'on veut mettre en place. C'est la possibilité de partager l'application avec d'autres personnes et parce que tu l'as fait, on te donnerait quelque chose en échange. Ça fait partie Mhm. des choses qu'on veut mettre en place parce que quand on parle de growth hacking, c'est pas sorcier. Hein. Faut que tu crées un incitatif pour que la personne ait envie de partager ton produit avec d'autres personnes. Mais Mhm. même si ton produit est le meilleur produit au monde, les gens ne le feront pas naturellement. Tu sais, on Mhm. n'est pas sur du réseau social, on est sur des réseaux sociaux ou bien sur du, quand Facebook est sorti, c'était nouveau. Tu sais, il y a personne qui avait jamais vu ça. Puis la technologie était encore balbutiante. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à la technologie. Tout le monde, moi, je fais le calcul rapide. J'ai à peu près 75 applications sur mon téléphone. Donc, 75 applications. bah Qu'est-ce ouais, que tu fais avec 75 applications, wesh? 24, ouais, 75 applications. Mais la réalité, c'est que je me sers peut-être mon core, c'est peut-être 20 applications dont je me sers. Mhm. Sais-tu que le taux au bout de 30 jours, 90% des gens ont désinstallé une application qu'ils ont installée. Mhm. On parle de churn rate, là. Le churn rate, c'est le taux auquel les gens désinstallent l'application ou se désinscrivent. Au bout de 30 jours, 90% des gens ont désinstallé en moyenne une application. Je te parle pas des Facebook de ce monde ou de mails que tu vas garder forever. Mais les gens ont découvert une nouvelle application, ils l'installent. Au bout de 30 jours, 90% l'ont désinstallé. Et quand tu regardes maintenant, au bout de 90 jours, c'est 95%. C'est un domaine qui est féroce parce que tu es habitué à tes applications, mais je vais te poser la question, c'est quoi la dernière application que tu as installée et combien de temps tu l'as gardée? Quand c'est pas des applications bancaires qui sont directement liées à ton lifestyle, quand c'est pas des réseaux sociaux où tu restes connecté avec du monde, quand c'est pas, par exemple, les journaux, bah, la réalité, c'est que les gens ne gardent pas les applications longtemps, sauf s'ils sont continuellement engage. Donc, c'est un milieu qui est excessivement compétitif, excessivement. Donc, il faut tout le temps trouver des manières de garder ton utilisateur engage. Et c'est là où est-ce que Facebook a excellé. Le taux d'engagement est vraiment élevé. Du coup, les gens continuent à s'en servir. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment, c'est super intéressant tout ça. Et justement, tu as dit que vous partagez aussi du contenu régulièrement pour des personnes qui
peut-être aimerait un petit peu être plus aguerri ou peut-être toucher, tâter un petit peu ce terrain-là. Ce format écrit, c'est des articles ou c'est des vidéos? Bah, tu vois, quand on parle de contenu, ça va être plus. C'est sûr qu'on va partir en blog. On va partir en blog pour pouvoir justement donner de l'information par rapport à ce qu'on fait dans l'application, les événements, puis comme pouvoir communiquer avec les gens sur sur en quoi l'application peut les aider. Puis au passage, c'est bon pour le SEO. On va pas entrer dedans, mais Ouais, ouais. on se comprend. L'autre chose aussi, c'est que, tu vois, dans l'application, des fois, on utilise des acronymes qu'on va pouvoir expliquer. Donc, c'est pas en tant que tel une formation, on n'est pas en train de vouloir former le monde à l'immobilier, mais c'est pouvoir leur dire, regardez, là, par exemple, vous regardez des logements dans votre secteur, puis il y a ce qu'on appelle le PPP, donc le prix par porte. C'est une métrique qui, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de pouvoir comparer deux biens entre eux en regardant un bâtiment de 5 logements, un bâtiment de 3 logements. On ne peut pas vraiment comparer le prix un à un. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de dire, si je le ramène au prix unitaire du nombre de portes qu'il y a dans ce bâtiment-là, à combien il s'est vendu, c'est des métriques de comparaison. Juste pouvoir expliquer ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, le monde nous pose la question, oui, mais ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? N'oublie pas, nous, on est des investisseurs quand même assez avancés, donc pour nous, c'est évident. Mais les gens avec qui on travaille, qui on veut donner l'information, il faut qu'on puisse mettre l'information à un niveau de granularité qui leur permet de la digérer facilement. Donc, ça fait partie des choses qu'on va intégrer. Donc, ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo, c'est pas exclu. Ça peut être beaucoup de choses, mais on travaille dessus. Bah, c'est super. Franchement, merci pour ce partage, Uriel. On va mettre le lien encore en description d'épisode. C'est disponible sur iOS et sur Android. Peut-être avant qu'on se sépare, tu peux nous parler un petit peu de... Tu as dit que tu continuais d'investir et tu avais notamment commencé en France et tu peux nous partager un petit peu justement ta stratégie d'investissement en France et celle du Canada et peut-être la stratégie hybride parce que je sais quand même qu'il y a une stratégie hybride comme ça où tu te sers de la France comme levier vice-versa pour investir au Canada. Puis moi là, ce que j'adore en France, c'est quand même des biens où est-ce que tu as une dynamique qui est totalement différente entre le locateur et le locataire, c'est-à-dire le propriétaire et le locataire. L'idée en France, c'est d'acheter en utilisant un maximum de leviers. Donc, en mettant vraiment ce qu'on appelle acheter sans apport, donc du 110% financier, où est-ce que les banques te financent à la fois et ton apport et à la fois tes frais de notaire. C'est sûr que c'est plus compliqué quand ça fait longtemps que tu es parti et que quand tu n'as pas de revenu local, mais là encore, il y a une technique un peu plus avancée qu'on peut utiliser. Moi, ma stratégie en France, c'est vraiment d'acquérir des biens qui sont bien situés, donc banlieue proche, périphérie de Paris. Pour justement pouvoir les louer à l'année. J'ai pas encore fait de location courte durée en France, mais clairement, avec le Covid, ça va être quelque chose que je vais mettre en place. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais on parle beaucoup d'immobilier, mais avec le Covid, les gens vont commencer à travailler. Pourquoi je vais payer un appartement 300 000 euros à Paris quand je peux avoir un appartement beaucoup plus grand à 200 000, deux fois plus grand à 200 000 euros en étant à 2 heures de Paris, en sachant qu'à cause du télétravail, je dois venir seulement une seule fois à Paris. Donc, ils vont sortir, ils vont aller plus loin, ils vont aller s'acheter la méga belle baraque parce que en vivant à Paris, j'ai même pas de place pour mes enfants et j'ai même pas de place pour un bureau. En sortant de Paris, je vais à Nantes, Rouen, peu importe, je vais à Bordeaux même s'il faut, je vais à Lyon. Au Bordeaux, les prix, c'est quand même, c'est de la région, mais de luxe quand même. Mais derrière, par rapport à Paris, tu sauves quand même à 100 000 euros qui est plus grand. Donc là, maintenant, tu as une vraie chambre additionnelle pour pouvoir faire du télétravail à l'abri du bruit des enfants et de la femme. Du coup, là, maintenant, en sachant que c'est seulement une fois par semaine que tu vas devoir aller en ville, devoir aller à Paris. Puis comme tu vas une seule fois, il faut que tu loges quelque part. Donc là, il y a un segment d'Airbnb qui va se développer là. Pour le travail. Donc, c'est là où certaines personnes voient des désastres. Moi, je vois des opportunités. Puis donc, moi, ma stratégie en France, c'était plus vraiment acheter des biens. Je monte le montage, ils sont le levier, donc vraiment le financier au maximum. Donc forcément derrière un peu moins de rentabilité, mais ça se paye très bien, ça génère un petit excédent. C'est des biens, si tu veux, comme moi je laisse tourner. Ça tourne parce qu'il y a une vraie demande derrière. Et c'est ça. Puis une fois que je serai, écoute, j'ai pris le dernier que j'ai acheté, c'était un T2, un 3,5, donc une chambre à coucher et un salon. Un étudiant l'a pris. En plus, c'est payé par
par un organisme étatique, donc mon loyer il tombe tous les mois, mais sans. Donc un tiers de confiance aussi derrière. Il n'y a pas de taux de vacances là, c'est